La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, on revient sur la signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Et oui, un nouveau traité de Versailles, Dimitri. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous raconte les dessous d'une signature un peu rocambolesque. Parce que c'est souvent dans l'imprévu que se nouent les plus grandes histoires, raconte Alison Tassin. Mercredi soir, lorsque Trump arrive au château, son entourage lui apprend que le fameux accord avec l'Iran est finalisé. Il décide alors de le signer immédiatement, en informe Emmanuel Macron, qui n'en peut plus de joie face à une telle publicité. Mais pour pouvoir apposer son paraphe sur le document, encore faut-il pouvoir l'imprimer. Voilà donc Marco Rubio demandant un coup de main à Jean-Noël Barrot pour lui trouver une imprimante. Mansart n'ayant pas prévu de port USB dans les boiseries de la Galerie des Glaces, la chose est apparemment pas si simple et finalement les Américains vont se débrouiller tout seuls. Alors que le dîner n'est pas encore servi, Marco Rubio déboule dans la galerie basse, le précieux document à la main, on pousse les assiettes et Trump signe. Emmanuel Macron assiste à la scène tout sourire dans le champ des caméras qui filment Mondiovision et qui restera dans les livres d'histoire. Oui, mais alors comment y restera-t-il ? Sans doute comme l'un des pires accords jamais signés par les États-Unis. Un accord qui renforce le régime iranien, signale Le Figaro en gros titre. Et même aux États-Unis, même les élus républicains du Congrès ne sont pas dupes, signale Patrick Saint-Paul dans son éditorial. Contrairement à ce que Trump tente de leur faire avaler, le vainqueur de cette paix est bien l'Iran. Et si un seul point de cet accord devait achever de nous en convaincre, ce sont ces 400 milliards de dollars promis à Téhéran, indique Armel Bohineux. 400 milliards de dollars, c'est un quasi-plan Marshall accordé à un seul pays, octroyé par l'agresseur à sa victime, que lui rapporterait, s'il est déployé sur une dizaine d'années, l'équivalent de 7 à 8% de son PIB annuel. À Téhéran, les autorités peuvent se frotter les mains. Et pendant ce temps, la guerre continue en Ukraine. En Ukraine et désormais en Russie. La photo spectaculaire fait la une des Échos, celle d'une énorme fumée noire au-dessus de Moscou. L'Ukraine a effectivement lancé avec succès sa plus importante attaque de drones depuis au moins 2 ans. Cette offensive a provoqué des incendies majeurs, notamment dans la raffinerie qui fournit 40% du marché du carburant de la capitale. Alors normalement les Russes ne devraient pas être au courant, explique Aïs Barbier, la correspondante du journal à Moscou. Depuis un mois, il est interdit de diffuser des images et vidéos des attaques ukrainiennes, sauf qu'hier, on ne parlait que de ça dans les commerces et au travail, signale-t-elle. Enfin, sauf Vladimir Poutine, qui lui a préféré ne pas commenter. Il y avait cette image notamment d'un espèce de dôme de métal là, qui bondit en l'air, absolument spectaculaire. Comment ne pas voir ça quand on était à Moscou hier ? On termine, Olivier Delagarde, par d'autres sueurs froides. Celle des fonctionnaires de Bercy. Alors, pas que leur bureau climatisé, mais c'est quand ils font leur compte de ce que va coûter la canicule que monte leur transpiration. Jean Bafouille, 210 milliards d'euros d'ici 2030, signale les Échos, c'est ce que révèle une étude de l'assureur Allianz. Mais en France, si on n'a pas de climatisation, on a des idées. On apprend ainsi dans l'opinion, et ce n'est pas une blague, que EDF veut refroidir les rivières pour continuer à produire de l'électricité dans ses centrales durant la canicule. Il s'agirait d'un dispositif d'aéro-réfrigérant qui permet donc de refroidir l'eau avant de la rejeter dans les rivières, nous dit Jade Grandin de l'Épervier. Pour être honnête, on n'a pas très bien compris comment ça marche. Sinon, on peut aussi, comme dans le rosé, rajouter des glaçons.